Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin de nouvelles hebdomadaire Infotémis du 23 janvier 2024. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors, cette semaine, à Infotémis, nous avons un couple de Rouyn-Noranda se lance dans la production maraîchère à Lorrainville. La municipalité de La Tulipe et Gaboury inaugure sa première salle de sport. Changement d'image pour la maison d'hébergement L'Équinoxe. Le Cégep retarde le début de la session d'hiver et annule la semaine de relâche. Il manque une trentaine de médecins spécialistes en Abitibi-Témiscamingue. L'Abitibi-Témiscamingue sera un joueur clé dans l'électrification des transports et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à 18 h chaque mercredi soir pour notre télé-bingo hebdomadaire. Deux passionnés d'agriculture originaires de Rouyn-Noranda viennent de lancer leur projet de ferme maraîchère au Témiscamingue. Ariane Lamarche et Jean-Michel Bélanger-Lallier, diplômés de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, ont acquis une petite terre de 10 hectares à Lorrainville grâce à un projet municipal qui vise à promouvoir l'agriculture de proximité. Ariane Lamarche, copropriétaire, mentionne qu'ils sont des passionnés de la nature. Ils désiraient créer l'agriculture pour les prochaines générations et partir un petit projet de ferme maraîchère. La ferme Les Jardins Enchantés va produire une trentaine de variétés de légumes et offrira des paniers à 25 abonnés pendant la saison. Les abonnés viendront chercher leurs paniers à la ferme pendant 12 semaines. Environ 8 variétés de légumes se retrouveront dans le panier chaque semaine. Ariane Lamarche affirme qu'elle cultive en respectant les normes de production biologique pour éventuellement obtenir une certification. Les deux agriculteurs exploitent déjà une petite partie de leur terrain avec la possibilité d'agrandir la surface cultivable. Sur 10 hectares de terrain, ils cultivent environ un quart, donc il y a vraiment une possibilité d'expansion. Une grande partie de leur terrain est boisée, mais il reste plusieurs jardins qui pourront être agrandis dans le cas d'une éventuelle hausse de la demande. Pour lancer leur projet, ils ont obtenu une subvention du gouvernement dans le cadre de l'initiative pour la relève agricole et l'entrepreneuriat. La copropriétaire est clairement convaincue que le projet est viable parce que tout le monde consomme des légumes. Puis, au Témiscamingue, le monde est vraiment sensibilisé à l'achat de proximité. Les gens veulent vraiment venir consommer des légumes qui proviennent de fermiers qu'ils connaissent. Elle croit que c'est très viable, surtout en région, car peu de producteurs offrent des paniers de légumes au Témiscamingue. Madame Lamarche croit que l'agriculture de proximité, faite dans de petites fermes, a un bel avenir, notamment au Témiscamingue. Elle croit qu'il y a de la place pour ce genre d'activité agricole. Les propriétaires ont déjà des abonnés seulement une semaine après avoir mis en place le processus d'abonnement. Madame Lamarche rêvait depuis longtemps d'avoir sa propre terre agricole. Elle souhaite que d'autres municipalités suivent l'exemple de la municipalité de Lorrainville et lancent des projets de petites fermes agricoles. C'est en 2021, après 8 ans de travail, que Lorrainville a lancé un appel de projet pour prendre possession de 4 lots de terrain sur son territoire. La municipalité a d'ailleurs buté sur 2 refus de la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant d'obtenir l'autorisation de lancer son appel à projet. La municipalité de La Tulipe et Gaboury veut inciter sa population à bouger avec la mise en place d'une nouvelle salle d'entraînement. Le village de l'Est du Témiscamingue a converti l'ancien local du Cercle des fermières au centre communautaire qui a récemment cessé ses activités pour y installer des appareils de conditionnement physique. C'est dans l'air du temps de promouvoir l'activité physique, la bonne forme physique. On espère que ça va satisfaire notre population et que les gens iront faire un petit tour dans notre salle de temps en temps, mentionne Vincent Gingras, maire de La Tulipe et Gaboury. Des poids, des élastiques, des tapis de yoga, un elliptique,
Un vélo stationnaire et un tapis roulant sont maintenant à la disponibilité des citoyens qui pourront y avoir accès au moyen d'un abonnement et d'une carte à puce. C'est certain qu'au début, c'est quand même simpliste comme équipement, mais on va essayer d'augmenter un peu l'offre. Pour tout de suite, c'est ce dont on a besoin en général pour s'entraîner de façon tranquille, explique M. Gingras. L'idée du projet est née durant la pandémie de COVID-19. Les équipements étaient alors installés dans le local de la Maison des Jeunes. Le nouveau gymnase a été financé en grande partie par le Fonds Région et Ruralité et par Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue. On est vraiment chanceux, nous avons quand même été capables d'aller chercher des sous de plusieurs petits programmes, se réjouit le maire Gingras. La maison d'hébergement L'Équinoxe entame de grands changements en renouvelant son image de marque et en se dotant d'un nouveau logo pour la nouvelle année. La nouvelle image est le résultat d'un travail de réflexion important visant à refléter, entre autres, le professionnalisme de l'organisme. Priscilla Gelette-Barrette, présidente du conseil d'administration de la maison d'hébergement L'Équinoxe, souligne que créer l'émotion, susciter l'espoir et l'envie de changement pour les femmes, c'est l'image que nous voulons projeter dans la communauté. Nadia Rochelot, coordonnatrice à l'organisme, mentionne que se doter d'une nouvelle image représente aussi une façon de démontrer la crédibilité et le professionnalisme de la ressource dans le milieu témiscamien. Des changements importants s'annoncent aussi tout au long de l'année, dont la mise à jour du site Internet et des différents outils promotionnels. L'organisme a le souci de maintenir une image moderne et représentative pour les femmes, les partenaires et la communauté. Fondée en 1995, la maison L'Équinoxe a accueilli en hébergement près de 1200 femmes et leurs enfants et a offert plus de 20 000 services sans hébergement à la population témiscamienne. Les préparatifs de la 59e édition du Carnaval de Lorrainville vont bon train. Le plus vieux festival de l'Abitibi-Témiscamingue est notamment reconnu pour ses ambassadeurs qui font la promotion de l'événement plusieurs mois avant sa tenue. Les ambassadeurs, longtemps connus sous le nom de Duchesse, ont changé d'appellation en 2019. Les gens pensaient que c'était un concours de beauté, que c'était beaucoup stéréotypé, mais on n'était nullement là-dedans, explique Simon Gélina, membre du comité organisateur. Les 8 ambassadrices et ambassadeurs doivent promouvoir le carnaval et aider à son financement grâce à la vente de 4000 billets de tirage. Ils peuvent représenter une entreprise, un événement ou un organisme à but non lucratif. C'est cette dernière option qu'a choisi Yann Doherty, qui s'est associé au Complexe des eaux profondes, l'organisme chargé du projet de la piscine à Ville-Marie. En participant au carnaval, il souhaite rappeler qu'il y a un comité actif qui travaille pour les citoyens et qu'une piscine est aussi essentielle pour les aînés et les personnes à mobilité réduite. M. Doherty, qui est aussi un ancien entraîneur d'un club de natation, affirme que c'est important d'être actif dans la vie et que sur un territoire comme le Témiscamingue, c'est important de savoir nager. Une autre ambassadrice représente quant à elle le Centre de prévention du suicide du Témiscamingue. La visibilité promise par le Carnaval de Lorrainville a aussi motivé Alexis Gingras, organisateur du Festival des arts du Témiscamingue, à devenir ambassadeur. Le Carnaval est un événement bien implanté au milieu de l'hiver. Donc, c'est toujours agréable de promouvoir un événement qui se passe chez nous, au Témiscamingue, et par le fait même promouvoir le festival qu'on a créé à Moffett. Puisque le Festival des arts a lieu en septembre, toutes les occasions sont bonnes pour rappeler aux gens l'existence de ce jeune événement. Pour Heidi Falardeau, employée du dépanneur voisin de Ville-Marie, la vente de billets représente un défi intéressant sur le plan personnel. Madame Falardeau use d'imagination pour faire la promotion de sa campagne en proposant des concours. Les ambassadeurs reçoivent une ristourne et des cadeaux selon le nombre de billets vendus. Un bon tiers du budget de la vente de billets revient à l'organisation.
On ne vous cachera pas que l'inflation se fait sentir. Le couronnement de l'ambassadeur ou de l'ambassadrice aura lieu au souper-spectacle du 17 février. Le carnaval de Lorrainville se tiendra les 14, 17, 23 et 24 février. Au programme, des spectacles, des activités extérieures, un feu d'artifice, une course de motoneige antique et des sauts acrobatiques de motoneige. Depuis vendredi dernier, l'exposition de photographie intitulée Terre d'accueil a pris place au centre d'exposition du Rift. Plus d'une centaine de personnes étaient sur place lors du vernissage initié par la MRC de Témiscamingue. Cette exposition axée sur l'immigration et les nouveaux citoyens regroupe les différents visages de ceux qui ont choisi le Témiscamingue pour s'y établir et y construire leur avenir. En novembre 2021, la MRC s'est dotée d'une politique d'accueil et d'établissement durable des nouveaux Témiscamiens. De cette politique a découlé un plan d'action soutenu financièrement par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. L'exposition Terre d'accueil est l'un des projets figurants à ce plan. Ce dernier a été travaillé par le comité aviseur en attractivité, accueil et rétention de la MRC. Par la rencontre d'une vingtaine de personnes immigrantes pour ce projet, un des objectifs du plan d'action était touché, soit de renforcer le bien-être ensemble au Témiscamingue et ainsi diminuer les préjugés envers la population immigrante. Ainsi, l'exposition regroupe 20 portraits, des photographies grand format de 24 par 36 représentant des personnes venues s'établir au Témiscamingue, que leur installation soit récente ou qu'elle date de plus d'une vingtaine d'années. La valorisation de leur histoire et de leur succès en immigration est au cœur de cette exposition qui permet de constater la variété des visages de l'immigration témiscamienne. Par la réalisation de ce projet, la MRC souhaite promouvoir l'intégration des nouveaux arrivants et les aider à mieux s'établir sur le territoire en servant de pont interculturel entre ceux-ci et la population locale. C'est l'attention que l'on porte individuellement et collectivement aux rêves de chaque individu et les moyens mis en œuvre pour leur permettre d'être partie intégrante de notre collectivité et d'y contribuer à petite et grande échelle qui leur permettra d'être partie prenante de ce « nous » que nous sommes. C'est un projet qui nous permet de voir notre territoire sous l'angle de l'accueil, une exposition qui vient nous toucher en tant que Témiscamiens parce qu'elle fait vibrer notre sentiment d'appartenance au territoire, soutient Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Le projet d'exposition a été confié à la photographe témiscamienne Caroline Perron. Après avoir établi l'angle artistique à donner à ce documentaire photo, elle est allée à la rencontre de nouveaux Témiscamiens qui ont été choisis pour le projet, choix qui ont été faits par la MRC avec l'aide du Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue. Chaque participant choisissait l'endroit qui devait lui servir de décor et la photographe se chargeait de faire ressortir son sujet et l'environnement retenu. La sélection des photos présentées, leur calibration, tout comme les impressions et l'encadrement, sont les choix artistiques de Caroline Perron. Cette dernière s'est aussi investie dans la rédaction des textes qui accompagnent les photos, ayant été en contact étroit avec chacun des participants lors des sessions photos. Le projet repose en grande partie sur le savoir-faire photographique de Mme Perron, ainsi que sur son engagement dans celui-ci. L'exposition Terre Accueil est présentée au Centre d'exposition du Rift, au 42 rue Sainte-Anne à Ville-Marie, jusqu'au 9 mars. Des activités d'échange et de réseautage auront lieu au cours de cette période, dans le but d'aider à renforcer les liens entre les nouveaux Témiscamiens et la population locale. La rentrée de la session hiver 2024 est retardée de quelques jours et la semaine de relâche est annulée au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. La direction a dû ajuster son calendrier en raison de la prolongation de la session d'automne marquée par quelques jours de grève des enseignants. Certains examens de cet automne ont été terminés le 5 janvier
et les enseignants avaient jusqu'au 12 pour remettre leurs notes, explique François Côté, directeur des études au Cégep. Il fallait attendre à vendredi dernier pour faire l'organisation intersession, c'est-à-dire voir les résultats pour réorganiser la session d'hiver. On a donc décalé le calendrier du début de la rentrée. Le nouveau calendrier qui débutera dans la semaine du 29 janvier comporte toujours 15 semaines de cours et 6 jours d'examen. Pour ne pas finir la session après le 6 juin, le Cégep a retiré la semaine de relâche tout en prolongeant à 4 jours le congé pascal. Ça nous amène à une fin de session jusqu'au 6 juin, précise M. Côté. On est proche de l'été et il faut faire attention aux conséquences d'aller trop loin. Il y a des cours d'été, du travail, de l'alternance travail-études et les vacances estivales qui embarquent. Aussi, le congé de Pâques arrive en plein milieu de la session, comme c'est le cas habituellement pour la semaine de relâche. François Côté reconnaît que ces ajustements pourraient causer un casse-tête pour le personnel et les étudiants. Le directeur des études ajoute qu'il y a peut-être des gens qui avaient planifié des voyages, mais on ne peut rien y faire. On avait déjà annoncé lors des grèves de faire attention parce que la session d'hiver serait impactée. On l'a annoncé d'avance que la fameuse semaine de relâche allait être déplacée. Les 2 programmes de formation accélérée dans le secteur de la construction offerts en Abitibi-Témiscamingue connaissent du succès. C'est particulièrement le cas de l'attestation d'études professionnelles en charpenterie-menuiserie dispensée au Centre polymétier de Rouyn-Noranda. L'établissement a reçu 216 inscriptions, alors qu'il ne peut accueillir que 44 élèves pour cette formation qui durera 6 mois au lieu des 10 mois prévus pour le diplôme d'études professionnelles. C'est donc un programme de 705 heures au lieu de 1350. Yvan Gauthier, directeur adjoint du Centre polymétier, explique que dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ciblé les modules les plus importants pour répondre aux besoins de la construction, la demande du ministre dans le fond. Alors, on a ciblé les 10 modules les plus importants comparativement aux 19 modules qui se donnent au diplôme d'études professionnelles. Yvan Gauthier croit que la rémunération hebdomadaire de 750 $ offerte par Québec, qui souhaite répondre rapidement aux besoins du marché de la construction, a pu contribuer au succès du programme. Ça permet probablement à des gens qui étaient actuellement en emploi de réorienter leur carrière. Pour ceux qui exercent des responsabilités familiales, c'est difficile parfois de laisser son travail pour venir chercher une formation qualifiante. Le fait d'être payé pour le faire, ça facilite le choix. Les cours ont débuté à la date prévue du 12 janvier, en dépit des journées de grève avant les fêtes, et se termineront le 23 juin. L'organisation a aussi dû faire preuve d'ingéniosité pour dégager les espaces physiques nécessaires pour recevoir les 2 groupes de l'attestation d'études professionnelles en même temps que les 66 élèves déjà en formation au diplôme d'études professionnelles en charpenterie-menuiserie. Le centre de formation d'Arikana confirme que 36 élèves sur une possibilité de 42 ont commencé la formation en conduite d'engins de chantier à la date prévue du 15 janvier. La formation accélérée offerte à Amos se terminera aussi en juin. Rappelons que Québec consacre 300 millions de dollars à des programmes de formation accélérés et rémunérés dans 5 métiers de la construction, dont 2 offerts dans la région. La cycliste rouyn-norandienne Olivia Barry tourne la page sur une belle saison 2023 et regarde de l'avant. Elle dit avoir connu sa meilleure saison et s'améliorer constamment. Malgré quelques chutes, les résultats ont été au rendez-vous. L'avenir est rose pour l'athlète de 26 ans qui va maintenant pédaler pour la formation espagnole Movistar sur le World Tour. Elle pense que c'est un bon changement. La formation United Arab Emirates ne lui a pas laissé sa place dans l'équipe. Il y a des courses importantes pour elle où on lui a demandé de ne pas être la leader. C'est difficile car elle pouvait bien performer. Elle jouera un rôle plus important dans la formation Movistar
et ce, avec une meilleure structure. Olivia ne s'en cache pas, elle veut être des Jeux olympiques de 2024 à Paris. Sur la dizaine de Canadiennes qui courent au niveau professionnel, une sera choisie pour le contre-la-montre et 2 pour la course sur route. Olivia y croit. Elle est vraiment bien alignée pour être sélectionnée. Elle garde les doigts croisés. La sélection sera faite en juin, moins de 2 mois avant les Jeux. Olivia fait maintenant sa vie en Espagne, demeurant à San Sebastián. La présence de minéraux critiques et stratégiques, puis celle de la seule fonderie de cuivre au Canada, constituent des atouts précieux pour la région. Alors que le gouvernement provincial semble vouloir faire de l'électrification des transports l'un de ses principaux chevaux de bataille, des gens d'affaires de l'Abitibi-Témiscamingue constatent que la région pourrait y jouer un rôle majeur. En 2021, le PIB de l'Abitibi-Témiscamingue s'élevait à 9,9 milliards de dollars. Plus de la moitié de l'économie de la région reposait sur les industries productrices de biens, ce qui inclut notamment les mines, la fabrication et la construction. Lors de cette même année, le PIB par habitant de l'Abitibi-Témiscamingue atteignait 66 498 $ comparativement à 54 512 $ pour l'ensemble du Québec. L'ex-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, David Lecourt, estime que depuis longtemps, les gouvernements sous-estiment l'apport économique de la région. Une grande prise de conscience doit être faite sur le rôle de l'Abitibi-Témiscamingue en général, pas seulement sur l'électrification des transports, mais c'est un très bon dossier pour voir comment le gouvernement pourrait en faire plus pour soutenir nos fleurons, bâtisseurs de mines, mais aussi les mines sur le territoire qui vont participer directement à l'atteinte des objectifs du gouvernement. En plus des bâtisseurs de mines et de minières, David Lecourt cite en exemple la fonderie Horn de Rouyn-Noranda. C'est indéniable. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que la fonderie Horn joue un rôle très important dans cette grande chaîne de montage qui est l'électrification des transports. On ne peut pas se passer de ce type d'usine. La fonderie Horn, appartenant à la multinationale Glencore, a fait les manchettes au cours des dernières années en raison de ses émissions atmosphériques. L'entreprise s'est engagée à diminuer l'émission de métaux au cours des 5 prochaines années, notamment d'atteindre la cible de 15 nanogrammes d'arsenic par mètre cube dans l'air annuellement. Claude Bélanger, chef des opérations de cuivre pour Glencore, estime que l'électrification des transports est l'un des éléments qui font en sorte que la fonderie Horn est essentielle. La fonderie Horn fait partie de la solution de cette filière. Les gens commencent à comprendre davantage l'importance de la fonderie Horn par rapport à l'électrification des transports, qui va devenir un enjeu majeur dans les prochaines années. Claude Bélanger précise que les pronostics sur le marché estiment que la demande va doubler d'ici 2035 et que son entreprise veut faire partie de la solution. Aucune entente n'a été signée pour le moment, selon lui, mais il est bien conscient que la fonderie Horn est la seule fonderie de cuivre en activité au Canada. Une fois que les entreprises de batteries vont commencer à être en place, il va évidemment y avoir des discussions plus sérieuses, mais Glencore est prêt. M. Bélanger rappelle d'ailleurs que la fonderie Horn jouera un double rôle. Quand on parle d'économie circulaire, la fonderie Horn fera partie de la solution, pas seulement pour l'approvisionnement en matières premières pour construire les batteries, mais il y a aussi qu'il faut recycler ces batteries une fois arrivées à épuisement, et la fonderie Horn va encore une fois faire partie de la solution à traiter les batteries et à les recycler. Elle souhaite pouvoir recycler les batteries de véhicules électriques en fin de vie. L'acide sulfurique, produit par les activités de la fonderie Horn et récupéré par l'usine d'acide sulfurique, pourrait aussi servir à la production de batteries pour produire du carbonate de lithium. Alors que la seule fonderie de cuivre au pays se trouve dans la région, l'entreprise Sayona se targue pour sa part d'être propriétaire de la seule usine de lithium majeure en opération en Amérique du Nord.
Un autre avantage pour bien positionner l'Abitibi-Témiscamingue dans cette transition électrique, selon Guy Belleau, chef de la direction de Sayona. C'est une démonstration de la capacité et de l'expertise qu'on est en train de bâtir au Québec. Il soutient que l'Abitibi-Témiscamingue sera un joueur clé dans la production de lithium pour les prochaines années. M. Belleau explique que son usine a déjà produit plus de 65 000 tonnes de concentré de lithium entre mars et septembre 2023. L'entreprise voit grand pour les prochaines années. L'objectif de Sayona est de faire une deuxième transformation à même le site de Lacorne pour devenir, dans les prochaines années, le premier producteur verticalement intégré, donc qui va produire de la mine jusqu'au matériel de batterie directement sur le même site, en précisant que l'objectif est de faire du carbonate de lithium sur le site. Selon lui, la demande en lithium augmente de 20 % par année. Le chef de la direction de Sayona estime que son entreprise et la région ont un autre avantage sur le marché mondial. Il croit que les batteries produites au Québec pourraient être plus vertes qu'ailleurs dans le monde. Sayona cherche toujours à avoir la plus petite empreinte possible et on est plus que convaincu que notre lithium va permettre la production des batteries les plus vertes, les plus propres au monde à cause de notre proximité justement au marché nord-américain pour produire un lithium avec la plus faible empreinte carbone. C'est pourquoi le Québec va se démarquer à l'échelle mondiale, avance Guy Belleau, en citant aussi en exemple le fait que l'énergie utilisée provient de l'hydroélectricité. Quand on combine ça avec l'excellence du pôle minier régional, de nos gisements, l'expertise, on peut dire que l'Abitibi-Témiscamingue apporte déjà et va apporter une contribution significative à l'électrification des transports au Québec, mais aussi en Amérique du Nord. Une résidence privée pour aînés de la SAR fermera ses portes en mars. La résidence Andrea devient ainsi la 7e résidence privée pour aînés à cesser ses activités depuis avril 2022 en Abitibi-Témiscamingue. Fondée il y a une vingtaine d'années, la résidence Andrea offrait des services d'hébergement à des aînés autonomes et semi-autonomes. Même si elle compte 18 chambres, ce sont une douzaine de personnes qui ont appris la semaine dernière qu'elles allaient bientôt perdre leur domicile ou elles espéraient écouler leurs vieux jours. La décision a été difficile à prendre pour Mme Girard, qui ne parvenait plus à rentabiliser ses opérations ni à combler toutes ses chambres. Premièrement, l'obligation de mettre le système de gicleurs a mis le propriétaire dans une situation financière un petit peu précaire. Deuxièmement, le coût de la vie fait en sorte qu'elle n'arrivait plus. Et troisièmement, la COVID, la charmante COVID, est responsable du fait que les gens restent chez eux plus longtemps. Ils ne viennent plus en résidence comme avant. Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, la région comptait 2 900 places dans 33 résidences privées pour aînés en septembre dernier. Informé de la décision de la résidence Andrea, il y a plusieurs mois, le CISAT a pu trouver rapidement des places pour les 3/4 des résidents concernés. La plupart ont été relogés dans une autre résidence privée pour aînés, soit les Jardins du patrimoine, ou dans une ressource intermédiaire, soit la résidence Signature. Il reste 2 ou 3 personnes à placer. La résidence d'Andrea a aussi mis à pied certains de ses 5 employés. Si la pénurie de main-d'œuvre frappe plusieurs résidences privées pour aînés, ce n'était pas le cas pour celle-ci qui avait tous ses effectifs. 7 résidences privées pour aînés de la région ont fermé leurs portes depuis avril 2022. Pour la même période, on ne rapporte aucune nouvelle résidence. Si la situation est préoccupante, elle ne surprend pas Hans Brouillette, directeur des affaires gouvernementales et publiques au Regroupement québécois des résidences pour aînés. C'est sans compter les résidences qui ont diminué leurs services. Les coûts pour les soins ont tellement augmenté. Les coûts dus à la réglementation imposée par le gouvernement qui se sont succédés et ont tellement poussé à la hausse ce que ça coûte pour les résidences qu'on a atteint un point de rupture où bien des résidents ne peuvent plus payer ce que ça coûte.
Donc, l'offre est là, la demande est là, mais les deux ne se rencontrent plus, estime M. Brouillette. Selon lui, Québec doit poursuivre ses efforts pour aider les résidences privées pour aînés, surtout dans le contexte du vieillissement de la population. Des primes salariales, une amélioration du programme d'achat de services et des crédits d'impôt sur la masse salariale pourraient changer les choses. Ça permettrait d'assurer que le gouvernement paye ou compense une partie des coûts de main-d'œuvre afin de maintenir les services dans les résidences. Non pas pour les propriétaires de résidences, mais pour les aînés. Si les services sont maintenus parce que les résidences demeurent rentables, les aînés vont conserver leur place et le gouvernement va éviter des coûts supplémentaires, fait valoir Hans Brouillette. La date butoir du 2 décembre 2024 pour installer des systèmes de gicleurs pourrait aussi sonner le glas de plusieurs autres résidences au Québec. Selon M. Brouillette, le programme d'aide pour l'installation de gicleurs n'est pas suffisant. Au CISAP, on assure que les résidences privées pour aînés de la région sont munies de gicleurs ou envoient de l'aide, sauf celles qui en sont exemptées. De nombreuses municipalités comme Montréal, Québec, Laval et Gatineau ont levé la main pour participer au projet pilote visant à permettre à une partie de l'électorat de voter par Internet en 2025. En tout, 21 villes se sont manifestées lors de l'appel d'intérêt qui a pris fin le 30 novembre dernier. On retrouve parmi elles 7 des 10 municipalités les plus populeuses du Québec. Des villes de taille moyenne comme Drummondville, Rimouski, Rouyn-Noranda et Bécomo se sont également dit intéressées. La liste des municipalités retenues pour le projet pilote sera dévoilée dans les prochaines semaines. À l'origine, Élections Québec avait promis d'en sélectionner une quinzaine. Seules les municipalités de 20 000 habitants et plus étaient appelées à présenter leur candidature, notamment parce qu'il y a généralement moins d'élections sans opposition dans ces villes, ce qui, le cas échéant, rendrait inutile la mise en place d'un nouveau système de votation. Mené en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le projet pilote en question vise à permettre à 10 % des résidents de chacune des villes retenues de voter par Internet aux prochaines élections municipales, qui auront lieu le 2 novembre 2025. Même si le déroulement du scrutin continuera de relever des présidents d'élections municipales, Élections Québec sera responsable de l'essai du vote par Internet. L'expérience sera uniforme d'une ville à l'autre, promet l'institution, qui, pour ce faire, confiera à un fournisseur externe le soin de développer une plateforme numérique unique. Le vote par Internet, cela dit, n'aura rien d'obligatoire. Ceux qui voudront se prononcer de manière traditionnelle en glissant leur bulletin de vote dans l'urne pourront continuer de le faire. Déçus des taux de participation aux élections municipales de 2017, 44,8 %, et aux élections provinciales de 2018, 66,15 %, l'ancien directeur général des élections, Pierre Reid, invitait à l'époque les députés de l'Assemblée nationale à envisager cette option pour redresser la barre. Publiée en 2020, une analyse des expériences menées à l'étranger et dans les autres provinces canadiennes, dont l'Ontario, qui permet déjà le vote par Internet aux municipales, l'avait toutefois convaincu qu'au Québec, la mise en place d'un tel système de votation n'aurait pas nécessairement l'effet recherché. 4 ans plus tard, la position d'Élections Québec n'a pas changé. Elle explique que l'objectif avec ce premier essai de vote par Internet est de faciliter l'accès au vote parce que l'étude des expériences similaires à travers le monde et même au Canada ne démontre pas que l'introduction du vote par Internet augmente la participation électorale de manière significative. Ce qui est observé, c'est que des gens qui seraient allés voter en personne vont plutôt choisir de voter par Internet parce que l'option leur offre plus de souplesse et qu'elle est plus facile pour eux. Élections Québec a malgré tout lancé un appel d'intérêt en novembre 2022 afin de permettre aux fournisseurs intéressés de démontrer leur intérêt et leur capacité à répondre aux exigences liées au déploiement du vote par Internet. Le nom de l'entreprise choisie sera dévoilé avant l'été.
Élections Québec s'est toutefois réservé le droit de ne retenir aucune des solutions proposées si celles-ci ne répondent pas à ses exigences. L'institution promet d'assumer 100% des coûts du projet pilote. Ceux-ci, toutefois, n'ont pas encore été révélés. Pour l'instant, Élections Québec n'envisage pas de lancer un projet pilote équivalent lors des prochaines élections provinciales à l'automne 2026. Une fois les élections municipales terminées à la fin 2025, Élections Québec fera le bilan du projet pilote et de ses résultats afin de s'assurer que l'expérience répond aux attentes de la population. Élections Québec voudra également prendre le pouls des députés de l'Assemblée nationale. Dans ce contexte, le délai serait trop serré pour lancer un second projet pilote. Il est donc très peu probable qu'il y ait du vote par Internet lors des élections provinciales de 2026. Il manque une trentaine de médecins spécialistes en Abitibi-Témiscamingue selon les plans d'effectifs médicaux en spécialité 2024. Il y a présentement 30 postes disponibles, dont 17 spécialités. Malgré ces postes vacants, le Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue assure que les soins aux patients sont accessibles, notamment grâce au travail des omnipraticiens. François Aumont, directeur des services professionnels de l'enseignement universitaire et de la pertinence clinique au CISAT, explique que nos 7 urgences, ce sont des médecins de famille qui y œuvrent. Tous nos lits d'hospitalisation en médecine, ce sont nos médecins de famille. Tous nos lits de soins intensifs, sauf ceux de Rouyn-Noranda, tous nos accouchements normaux, nos suivis de grossesse, les suivis d'oncologie à la Sarre et Ville-Marie, les unités de santé mentale de la Sarre et d'Amos, ce sont nos médecins de famille. L'Association des spécialistes en médecine interne du Québec souligne aussi que les 17 internistes en poste en Abitibi-Témiscamingue peuvent pallier le manque de médecins spécialistes. Le docteur Pierre McCabe, président de l'Association des spécialistes en médecine interne, explique que l'interniste est capable de s'occuper du cœur, du poumon, des reins, de certains cancers, du diabète. Le CISAT souhaite d'ailleurs recruter plus d'internistes alors que 5 postes sont vacants. L'interniste, c'est comme le pédiatre de l'adulte. Il peut s'occuper de toutes les pathologies de l'adulte non chirurgicales. Et en Abitibi-Témiscamingue, en oncologie, l'équipe de médecine interne de Rouyn-Noranda ou de Val-d'Or est impliquée quotidiennement dans les soins auprès de ces patients-là, conjointement avec leurs confrères en spécialité d'oncologie. D'autres spécialités font l'objet d'une attention particulière, notamment l'oncologie, la rhumatologie, la psychiatrie, la chirurgie plastique et l'ophtalmologie. Des départs à la retraite sont aussi à prévoir dans certaines spécialités. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, évoque la possibilité de voir la télémédecine prendre plus de place dans les soins de santé dans la région. Une position partagée par le directeur des services professionnels du CISAT, le Dr François Aumont, qui apporte toutefois quelques nuances. Il n'y a rien qui remplace un lien de confiance qui peut survenir avec une poignée de main et une première entrevue en personne. Mais c'est clair que la télésanté fait partie des modalités diagnostiques et thérapeutiques qu'on a. Le docteur Éric Duprat, qui travaille en chirurgie générale à l'hôpital d'Amos, indique lui aussi que la télémédecine a ses limites. Les suivis peuvent très bien être faits au téléphone. Une fois qu'on a un lien avec un patient et qu'on a une équipe en place locale, beaucoup de choses peuvent être faites à distance, mais ça ne remplacera jamais le besoin absolu d'avoir quelqu'un sur place. La Fédération des médecins spécialistes du Québec précise par courriel qu'elle est bien consciente des effets de la pénurie de main-d'œuvre sur la difficulté de recrutement et de rétention des travailleurs, particulièrement en Abitibi-Témiscamingue, et est engagée à améliorer l'accès aux soins en région. Cependant, elle ne peut régler à elle seule cette importante problématique dont la responsabilité relève prioritairement du ministère de la Santé et des Services sociaux. La Société québécoise des infrastructures ignore à quel moment sera terminée la réfection du palais de justice de Rouyn-Noranda.
L'édifice devait pourtant être revampé de bout en bout d'ici 2027. Cette situation risque de déplaire à la communauté juridique, tandis que plusieurs intervenants alertent les autorités sur la dangerosité des lieux depuis une décennie en matière de sécurité. Compte tenu de tout ce qui est mentionné ci-dessous, nous croyons sincèrement que ce n'est qu'une question de temps avant que ne survienne un événement malheureux au palais de justice. Un tel événement viendra exposer davantage l'actuelle situation d'urgence. Ces mots auraient pu être écrits aujourd'hui, mais ils datent plutôt d'une mise en garde transmise en septembre 2015 au directeur des palais de justice de Rouyn-Noranda et de Ville-Marie, ainsi qu'à la directrice régionale des services judiciaires de l'époque. Le document d'une dizaine de pages a été préparé par le Comité pour la mise aux normes du palais de justice de Rouyn-Noranda. Le comité était à l'époque composé de 6 pointures judiciaires, dont Marc Lemay, ancien bâtonnier du barreau de l'Abitibi-Témiscamingue, et Nancy McKenna, ancienne juge de la Cour du Québec en Abitibi-Témiscamingue et Nunavik. Il est encore à ce jour présidé par l'avocat Bernard Barrette. Près de 10 ans plus tard, peu de choses ont changé à Rouyn-Noranda. Des travaux avaient été annoncés en 2021, mais la Société québécoise des infrastructures, gestionnaire du projet, est aujourd'hui incapable d'en révéler les détails. Le projet d'agrandissement et de restauration du palais de justice de Rouyn-Noranda est toujours en planification. L'échéancier et la nature précise des travaux ne sont pas connus pour l'instant. Les travaux réalisés antérieurement ont été exécutés pour répondre à des besoins ponctuels, sans vision à moyen ou à long terme, de ce que pourraient représenter les besoins globaux qui sont nécessaires à notre époque pour une saine administration de la justice dans cet édifice. Parmi les lacunes du palais de justice de Rouyn-Noranda, plusieurs intervenants déplorent l'absence de corridors de sécurité pour les juges. Plusieurs prises et fils électriques traînent aux pieds des membres du jury lorsqu'il y a un procès devant juge et jury. Rencontré à son bureau de Rouyn-Noranda, M. Bernard Barrette, président du comité pour la mise aux normes du palais de justice de Rouyn-Noranda, soutient lui-même avoir de la difficulté à obtenir des accusés de réception de la part du ministère de la Justice. Il précise qu'il n'a pas été informé de l'état d'avancement des travaux concernant la rénovation et la mise aux normes du palais de justice de Rouyn-Noranda, malgré ses relances par courriel. Il ajoute qu'il veut simplement savoir où en est le projet et quels sont les échéanciers prévus. Maître Barrette se questionne jusqu'à quel point ce dossier fait partie des priorités du ministère. C'est un palais de justice qui ne répond plus aux normes de sécurité. Rappelons-nous l'événement de Longueuil survenu ces dernières semaines. À Rouyn-Noranda, cela peut arriver encore plus facilement car tout est ouvert. Critiqué de toutes parts depuis l'attaque au couteau survenue au palais de justice de Longueuil, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, rétorque que tous les palais de la province sont sécuritaires. Cependant, le barreau de la Abitibi-Témiscamingue souhaite à court terme que plus de constables spéciaux guettent les palais de justice de la région. La présence en sous-effectif de ces professionnels chargés de sécuriser les édifices gouvernementaux soulève d'ailleurs bien des enjeux à Rouyn-Noranda, mais aussi à Val-d'Or, à Amos et à Ville-Marie. À la Cour supérieure, il n'y a pas de constables spéciaux attitrés d'emblée dans les salles de cour de la région. Quand il y a des auditions en matière familiale, où ça peut parfois brasser, il n'y a pas de constables spéciaux d'emblée dans la salle. Le ministère de la Sécurité publique a entre-temps exprimé son intention de former 144 constables spéciaux de plus au Québec. Les constables spéciaux sont une avenue intéressante bien avant le recours aux détecteurs magnétiques. L'avocat Bernard Barrette estime qu'il est toujours possible d'entreprendre et de terminer dans les temps la réfection du palais de justice de Rouyn-Noranda, à condition de se lancer dès maintenant. Il faut aller en appel d'offres cette année pour permettre le début des travaux en 2025 et une livraison en 2027. Maître Barrette souhaite également que le comité qu'il préside puisse prendre part à la planification des travaux ainsi qu'aux réflexions et discussions liées au projet. Des riverains du lac Opassatika à Rouyn-Noranda poussent un soupir de soulagement.
Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts revoit complètement son plan de coupe forestière dans l'aire protégée, qui a suscité l'opposition des habitants des lacs Opasatika, Évin et Ollier l'hiver 2023. Les citoyens sont même allés au conseil municipal de Rouyn-Noranda demander son soutien et faire revenir Québec sur sa décision. Le nouveau plan présenté en décembre dernier comprend la récolte de 108 hectares de bois contre 561 au début. Les autorités ont mené plusieurs consultations et effectué des visites sur le terrain l'été et l'automne dernier, et le scénario retenu tient compte des préoccupations soulevées par la population. Les blocs de récolte retenus sont ceux qui atténuent les préoccupations reçues. Quelques blocs sont situés au sud des sentiers Opasatika et les autres sont situés au nord du lac Évin. Un tout petit bloc sera récolté en utilisant le chemin de la baie verte, explique par courriel le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Dans le secteur de l'habitat légal du cerf de Virginie, qui est aussi une aire protégée, quelques travaux d'aménagement forestier sont planifiés avec la collaboration du ministère de l'Environnement pour assurer le maintien de l'habitat. De la récolte est aussi planifiée au sud des sentiers Opasatika en respectant la distance minimale de 30 mètres et il n'y aura pas de récolte à moins de 150 mètres des résidences. Le ministère promet aussi d'atténuer les effets du passage des camions de transport dans les sentiers. Un revirement qui réjouit plusieurs. La plupart des lots qui seront coupés ne vont pas plus loin que 10 hectares. Ils ont aussi été très soucieux de respecter la protection des berges en augmentant la distance avec les coupes forestières, contrairement à la règle établie par la loi. Ils ont aussi respecté l'entente paysage qui détermine la qualité du paysage, surtout dans les hauteurs, ainsi que dans les zones humides, les zones plus fragiles comme les pentes. Ils ont vraiment été soucieux du territoire. Il indique que les coupes visent surtout le sapin en raison de l'épidémie de la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Nous désirons que cela se fasse dans les meilleures conditions possibles. C'est pas mal ce qui est en train de se faire en ce moment, précisant au passage que les camions vont éviter de passer sur le chemin de la baie verte pour transporter le bois coupé. Les autorités promettent d'effectuer les travaux à l'hiver 2025 et devrait durer de 3 à 5 semaines. Le ministère des Transports prévoit procéder à l'aménagement sur la transcanadienne 117 d'une route à chaussée séparée où les manœuvres de dépassement seront permises entre Rivière-Éva et le quartier Cadillac de Rouyn-Noranda. Le nouveau tronçon, d'une longueur prévue de 2,5 km, sera plus droit et ajoutera des possibilités de dépassement dans les deux directions. Ces interventions visent à rendre plus sécuritaire ce tronçon de la route 117. Selon l'échéancier actuel, le début des travaux est planifié en 2026. Mercredi passé, la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, était à Val-d'Or pour en faire l'annonce. Philippe Lemire, directeur territorial pour le ministère des Transports, affirme que l'on parle de chaussées séparées, ce qui est une première en Abitibi. La voie actuelle sera utilisée et une nouvelle voie sera faite en parallèle avec un terre-plein boisé. Ça va permettre des dépassements dans les deux sens avec 4 voies. La sécurité sera grandement augmentée et il n'y aura aucune possibilité de collision frontale. M. Lemire ne se cache pas pour dire que le ministère des Transports regarde les possibilités pour voir s'il y a d'autres zones où le même type de tronçon pourrait être aménagé. Il est trop tôt pour faire des annonces, mais on est en mouvement dans le dossier. Ce projet de nouvelle voie de dépassement entre Rivière-Éva et Cadillac fait partie du plan du gouvernement provincial pour la sécurisation de la route 117 et la planification quinquennale d'intervention sur les chaussées 2024-2029 pour l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue. La ministre Guilbeault a du même coup annoncé qu'après analyse de la situation en matière de sécurité avec le Bureau de projet de sécurisation de la route 117, instauré en septembre 2022,
les élus et le ministère des Transports ont choisi 5 segments d'intervention prioritaires pour les prochaines années. À Rouyn-Noranda, du carrefour giratoire, rue Saguenay, route Ossisco, jusqu'au quartier Évin, y compris le chemin Bradley. À Rivière-Éva, du pont de la Rivière-Éva jusqu'à la limite ouest de la municipalité. À Malartic, tout le secteur urbain. À Val-d'Or, du carrefour giratoire, 3e avenue boulevard Tétrault, boulevard Barrette, jusqu'à la limite ouest de la ville, secteur du Buisson. À Val-d'Or, du chemin Brador, à l'est du secteur urbanisé de la ville, jusqu'au carrefour giratoire, 3e avenue, boulevard Tétrault, boulevard Barrette. L'annonce de l'ajout de nouvelles voies de dépassement constitue un signe clair que notre gouvernement est en action pour la région. Mme Guilbeault mentionne qu'en Abitibi-Témiscamingue, les défis sont grands et qu'elle mise sur l'efficacité de la planification quinquennale pour arriver à atteindre leurs objectifs de réfection des chaussées. Le ministère des Transports précise que la détermination des segments prioritaires provient d'une analyse multicritère rigoureuse basée sur le nombre d'accidents par kilomètre, l'indice de gravité des accidents, la concentration des accidents, la présence d'usagers vulnérables, les débits de circulation et la conception de la route, comme le nombre d'accès par kilomètre. Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, confirme qu'il a confiance que les actions mises en place sur plusieurs fronts porteront fruit en Abitibi-Témiscamingue. Le fait de conjuguer la planification rigoureuse des mesures de conservation des chaussées aux interventions de sécurisation de la route 117 et aux actions visant l'amélioration de la fluidité du transport et de la circulation sécuritaire des personnes et des marchandises aura des effets positifs sur la vitalité économique de la région. Chaque année, c'est 13 000 personnes au Québec qui perdent la vie en raison de leur consommation de tabac. C'est donc un combat loin d'être gagné, selon Annie Papageorgiou, directrice du Conseil sur le tabac et la santé. Les chiffres sont encourageants. Dans la région, la proportion de fumeurs a significativement diminué de 2014-2015 à 2020-2021, passant de 22 à 18 %. Malgré tout, pour Annie Papageorgiou, il faut rester vigilant face au piège de l'industrie du tabac. De son côté, Suzanne Piché, qui a fumé pendant plus de 50 ans et qui a arrêté il y a de cela 18 mois, encourage les jeunes à arrêter leur consommation. Le gouvernement du Québec investit plus de 630 000 $ pour former des mécaniciens et des mécaniciennes d'équipements miniers mobiles dans le nord du Québec. Les 2/3 de la formation seront offerts en entreprise. Avec cette annonce, notre gouvernement facilite l'accès des travailleuses et des travailleurs à de meilleures formations, et ce, en répondant aux besoins spécifiques des entreprises du nord du Québec. Le Centre de formation professionnelle de la baie James à Chibougamau offrira cette formation de 720 heures qui compte plus de 500 heures de stage rémunérés en entreprise. 4 entreprises du nord du Québec participent au projet. La formation débutera en septembre et permettra à 18 élèves de décrocher une attestation d'études professionnelles au terme des 21 semaines du programme. La formule d'alternance travail-études permettra aussi au personnel des entreprises participantes de suivre un programme de formation tout en étant en emploi. Un projet similaire a été annoncé en novembre dernier pour former 16 mécaniciens miniers en Abitibi-Témiscamingue. Les 2 projets représentent un investissement de près de 1,2 million de dollars de Québec au comité sectoriel de la main-d'œuvre de l'industrie des mines. Un agrandissement de l'hôtel Quality Inn et Suites de Val-d'Or est prévu avec un investissement de 10 millions de dollars. Cela comprendra à la fois une rénovation complète de la propriété existante ainsi que l'ajout de 42 chambres et suites sur 3 étages. Le nombre de chambres et de suites passera de 82 à 124. Alexandre Audette, directeur général de l'hôtel Quality Inn and Suites, annonce que cet hôtel deviendra la plus grande propriété hôtelière de la région. La rénovation de l'hôtel débutera
au début de 2024 avec la modernisation de l'intérieur. Les chambres seront rafraîchies en remplaçant les revêtements muraux, les revêtements de sol et divers équipements et accessoires. L'influence autochtone et la nature se reflèteront dans le design avec une perspective de développement durable. L'entrée principale, les salles de réunion et la salle petit déjeuner seront également rafraîchies avec de nouvelles finitions et des éléments décoratifs. Le projet d'agrandissement, qui devrait commencer à l'été 2024, consistera en l'ajout de 42 nouvelles chambres, y compris plusieurs suites avec des chambres fermées et cuisines entièrement équipées. De plus, la propriété ajoutera 12 600 pieds carrés de salles de conférence, une plus grande buanderie à l'usage des invités et une salle de conditionnement physique améliorée. L'agrandissement comprendra également un espace commun où les clients pourront se détendre. Une nouvelle terrasse sur le toit offrira une vue sur l'horizon boréal ainsi que de magnifiques couchers de soleil. Brian Leon, président et chef de la direction Choice Hotels Canada, déclare qu'en ce qui concerne la satisfaction de la clientèle, c'est l'un des hôtels les plus performants du système Choice Hotels Canada, qui appuie pleinement la décision de Crico d'investir davantage dans l'établissement, ce qui aura un impact significatif sur l'économie locale. Depuis son ouverture en 2011, l'hôtel a remporté de nombreux prix, tels que des prix annuels d'hospitalité, qui sont décernés par Choice Hotels Canada aux établissements les plus performants de la chaîne. Il y a également remporté le plus grand honneur de l'Hôtel canadien de l'année et de l'Hôtel international de l'année à 2 reprises. Le graphite du nord du Québec attire l'attention. E-Metal annonce le début des travaux de forage de la phase 2 sur son site Carhill afin de définir de nouvelles zones de graphite. Le programme cible les 3 niveaux de graphite précédemment découverts lors de la phase 1 en se concentrant sur la définition de l'étendue du graphite latéralement et en avant-pendage du gisement. Le forage de la phase 1 de 2023 a permis à la compagnie de découvrir une unité sédimentaire contenant du graphite entre les unités volcaniques. Les résultats de forage indiquaient des concentrations situées entre 1,93 % et 12,9 % de carbone graphitique. E-Metal confirme que l'unité sédimentaire est l'hôte de plusieurs niveaux riches en graphite sur plusieurs mètres. Saf Dillon, le PDG de E-Metal, explique que la compagnie est ravie de donner suite à sa campagne de forage productive de 2023 qui a confirmé avec succès l'horizon de graphite précédemment foré en délimitant 2 autres horizons de graphite. Rappelons que Carhill est un projet en phase d'exploration qui détient également un potentiel multimétaux en plus du carbone de graphite. Situé à environ 170 km au nord de Rouyn-Noranda, Carhill est localisé à moins de 20 km à l'ouest de l'ancienne mine Selby et moins de 20 km au nord de la mine Casa-Berardi d'Éclat, Québec. Le graphite est une substance inerte qui résiste à l'attaque de la plupart des produits chimiques. C'est un excellent conducteur d'électricité et de chaleur. Le graphite est employé dans la fabrication de batteries lithium-ion, plaquettes de frein, de mines de crayons, de polymères, de caoutchouc, d'acier, de lubrifiants, de revêtements de boîtes de conserve, de catalyseurs, de peintures anticorrosives et antistatiques et comme modérateur dans les réacteurs nucléaires. À l'échelle mondiale, la Chine demeure la plus importante producteur de graphite, mais le pays restreint ses exportations. Le graphite est rare en Amérique du Nord. Les États-Unis ne comptent qu'un seul gisement en Alaska, tandis que le Canada abrite des installations en Colombie-Britannique et au Québec. Les membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, un syndicat québécois regroupant des travailleurs du secteur public de la santé et des services sociaux affiliés au CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, se sont prononcés à 82 % en faveur de l'entente de principe. Du côté des travailleurs des laboratoires du Centre universitaire de santé McGill de l'Abitibi-Témiscamingue,
Ils ont eux aussi accepté l'entente, mais à 74 %. Donc oui, après près d'un an et demi de négociations et de mobilisation, les deux parties en sont arrivées à une entente. Mais quels sont les principaux gains qui sont ressortis de cette négociation? C'est la question posée au représentant national de l'APTS en Abitibi-Témiscamingue, Carl Véro, et pour les autres syndicats régionaux membres du Front commun. D'abord, pour le syndicat régional de l'enseignement, les membres analysent toujours l'entente de principe. Des assemblées générales vont débuter la semaine prochaine et les périodes de vote vont suivre, explique Marie-Mélie Dessureau, vice-présidente du syndicat de l'enseignement de la Jémésie et de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour ce qui est de la Fédération interprofessionnelle de la santé, il y a certains blocages. Les deux parties ne s'entendent pas à plusieurs niveaux, mentionne le président régional de la Fédération des infirmières du Québec, Jean-Sébastien Blais. Donc, il y a quelques avancées dans les négociations, mais les membres seraient encore loin de parvenir à une entente de principe. Donc, plusieurs rencontres et périodes de vote vont se tenir dans les prochaines semaines. Pour le syndicat régional de l'enseignement, les assemblées générales vont se tenir du 22 au 31 janvier prochain. Alors que le marché immobilier devrait reprendre de la vigueur en 2024, le président de Proprio Direct explique les divers phénomènes auxquels les acheteurs et les vendeurs doivent prêter attention. Selon Philippe Lecoq, l'année sera divisée en deux temps dans le marché immobilier. Pour l'instant, il y a encore un phénomène d'attente de la part des acheteurs compte tenu des attentes des baisses des taux d'intérêt qui devraient arriver, selon certains experts, soit au printemps ou à l'été. En deuxième moitié d'année, on devrait avoir un regain sur le marché. Les courtiers immobiliers se préparent à travailler au sein d'un marché plus actif. Pour plusieurs propriétaires ayant choisi un taux variable dans les dernières années, l'heure de renouveler les taux d'hypothécaire approche. Selon M. Lecoq, malgré les éventuelles baisses des taux d'intérêt, les propriétaires risquent d'avoir de mauvaises surprises. Il prévient que le taux auquel les gens vont renouveler ne sera pas le même qu'ils ont eu il y a quelques années. On s'attend à voir quelques mises en marché également à ce moment-là. C'est particulièrement le cas dans les grandes villes comme Montréal et Québec, précise Philippe Lecoq. C'est un marché qui est cyclique. On a eu des années, surtout pendant la pandémie, qui était un marché de forte activité et qui était fortement en faveur des vendeurs. Ça demeure un marché en faveur des vendeurs. Un retour à l'équilibre sera nécessaire pour renverser la tendance, selon l'entrepreneur. Le retour d'ex-montréalais dans la métropole, par exemple, contribue au phénomène. Après toutes les périodes où il y a eu beaucoup de télétravail, il y a quand même un sentiment des employés ou des employeurs qu'il est plus efficace d'être au bureau. Il y a peut-être une légère hausse, mais en tout, on parle d'une stabilisation des prix. Bien que les maisons unifamiliales demeurent prisées près des grands centres, un intérêt pour la copropriété est noté. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Ici Lorraine McLean qui vous remercie d'avoir été là. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Infotémis. Au revoir!